Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, je fais mon épisode numéro 52. Super fier de faire mon 52e épisode, étant donné que je fais un podcast hebdomadaire, donc j'en sors un par semaine, 52 semaines dans une année, donc c'est comme si j'arrivais au bout d'un an. C'est pas tout à fait un an, là, quand je regarde les dates, là, ce qui est arrivé, c'est que les 5 premiers épisodes, je les ai sortis, je les avais enregistrés d'avance, puis je les avais sortis toute la même journée, puis à partir du 6e, je pense à peu près, là, j'ai commencé à en sortir un par semaine. Fait que ça fait pas tout à fait un an que la publication de mes épisodes de podcast ont commencé. Mais quand même, le 52e, c'est comme si j'avais un an finalement de podcast hebdomadaire de sortie. Puis aussi, j'en profite pour remercier tous ceux qui écoutent les épisodes de podcast que j'enregistre. Et je suis très reconnaissant là, de voir toutes les écoutes, hein, parce que moi, je fais le suivi, là, je regarde mes stats quasiment quotidiennement, et puis ça m'encourage de savoir que autant de gens écoutent ce que j'ai à dire, puis ça me touche et me fait chaud au cœur. Et puis, en passant, si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde sur l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel à hypothèque au pluriel à commercial frédériclacharité.com. Ça va me faire plaisir de considérer là, le sujet que vous voudriez entendre, puis de peut-être faire un épisode là-dessus. OK. Donc, aujourd'hui, je parle orphelin des services financiers. Là, je vous explique, hier j'écoutais un podcast avec Alex Hormozy en entrevue. Peut-être que vous le connaissez. Alex Hormozy, c'est quelqu'un qui a écrit des livres. Il est très populaire là, dans le marketing sur Internet. L'épisode que j'ai écouté de Alex Hormozy, il parlait des vérités franches en affaires. Son 13 ans d'expérience en affaires, des points importants qu'il avait appris pendant ces 13 années d'expérience. Puis, un des points que j'ai retenu, puis c'est un peu le sujet aujourd'hui, c'est que un des points importants en affaires, c'est que c'est plus facile de vendre un produit ou un service à des gens qui ont plus d'argent, OK, que à l'ensemble de la population. OK, qui ont moins d'argent. OK, la raison, les gens qui ont moins d'argent sont sensibles au prix. Donc, pour être capable de leur offrir un produit, un service, il faut être très, très compétitif sur le prix. Et puis, pour être capable de faire ça, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va devoir avoir un gros infrastructure pour faire beaucoup de volume et servir beaucoup, beaucoup de gens parce que les marges vont être très petites. OK? Donc, quand on sert des gens, justement, qui ont moins d'argent, donc l'ensemble, on parle de l'ensemble de la population, donc c'est plus difficile. Il faut s'en aller plus vers des marges moins élevées, il faut s'en aller vers une grosse infrastructure de vente pour faire du volume, OK? Puis, tu sais, si on fait juste penser, par exemple, au Walmart, au Costco, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent très bien. Amazon, on s'entend, a parti avec ce modèle-là, voulait offrir vraiment le meilleur prix à ses clients. Puis, c'est ça, ça prend une très grosse infrastructure, mais une fois que tu as ça en place, tu es capable d'aller chercher des bons profits parce que, justement, tu peux servir beaucoup de gens, OK? Puis, quand on veut se lancer en affaires, ce que Alex Hormozy disait, c'est que c'est beaucoup plus facile de viser les gens qui ont plus d'argent. Parce que premièrement, eux, ils vont avoir peut-être d'autres problèmes, des problèmes différents que l'ensemble de la population. Eux,
les problèmes qu'on va vouloir régler avec les gens qui ont plus d'argent, c'est qu'ils vont vouloir épargner du temps, ils vont vouloir des services qui sont plus pratiques pour eux, qui vont régler vraiment des maux de tête que l'ensemble de la population n'a pas. Puis, c'est beaucoup plus facile. Eux, ils vont être contents de payer parce qu'ils ont plus d'argent. Le frais qu'on va charger pour notre produit, pour notre service avec ces gens-là, ça va représenter une moins grande partie de leur argent, de leur capital, de leur revenu. Donc, eux, ils vont payer ce prix-là sans problème et puis ils vont être contents d'acheter votre produit si votre produit, votre service, justement, apporte une bonne valeur et puis résout un problème qu'ils ont. Donc, ce que Alex Hormozi disait, c'est que c'est beaucoup plus facile de se lancer en affaires puis de viser justement peu de gens. Ça va être plus facile aussi à produire notre service, notre produit, puis la vente va être plus facile. OK, parce que ces gens-là, justement, ne sont pas sensibles au prix. Tandis que si on veut vendre à la majorité des gens, bien, chaque dollar est important. Chaque dollar est une plus grande partie de leur capital, de leur patrimoine, de leurs revenus. Donc, chaque dollar est plus difficile finalement à dépenser pour ces gens-là. Donc, c'est normal. Et puis, c'est plus difficile à vendre. Donc, c'est pour ça que se partir en affaires. Donc, ça, c'est le point vraiment que j'ai retenu. Il y en avait plein d'autres. Là. Vous écouterez Alex Hormozi, évidemment, si vous voulez vous lancer en affaires puis faire des millions de dollars. Moi, mon podcast, c'est pas ça. Hein? Le podcast que j'enregistre, je vise pas les entrepreneurs qui veulent faire des millions de dollars, je vise les gens salariés, je vise les gens comme moi qui ont commencé à salaire, qui sont allés étudier et puis qui sont allés chercher un emploi stable, qui voulaient la sécurité. Moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, j'ai pas le goût du risque développé. Moi, je voulais, quand j'ai commencé à travailler, pas faire en sorte que j'allais travailler toutes ces années-là pour peut-être perdre tout ce que j'ai gagné pendant ces années-là. Donc, le risque, pour moi, c'est super important. Je voulais pas en prendre, puis c'est pour ça que j'ai été salarié pendant longtemps, mais quand même, j'étais conscient que accumuler des actifs, que prendre des risques calculés quand même dans ces investissements, parfois, ça peut être payant, mais toujours le mot-clé, c'est calculer. Donc, moi, quand j'ai pris des risques, en réalité, c'était pas des gros risques. Mais bon, c'est un peu mon approche par rapport aux finances personnelles, c'est tout le message de mon podcast Indépendance financière et hypothèque est basé un peu là-dessus. On évite le risque, mais quand même, on est conscient que le capitalisme, ça existe, puis que l'accumulation de richesse peut éventuellement remplacer notre revenu de travail, avoir des revenus passifs basés sur nos investissements. Mais comment on fait pour partir de zéro puis accumuler un patrimoine sans que ça devienne une torture, sans que ça devienne une vie plate, sans que... Comment qu'on fait? Parce que c'est difficile. Puis, donc tout le contenu de mon podcast tourne autour de ça. Et puis là, où je m'en vais, OK, c'est que moi, j'ai une grande passion de transmettre mes connaissances, la façon que j'ai utilisée pour passer justement de salarié à travailleur indépendant à indépendant financièrement. Et puis, je continue de travailler. Donc, présentement, je ne retire pas tous mes revenus passifs. Je veux dire, pour vivre, je n'ai pas que des revenus passifs. C'est même, j'essaie de vivre sur mes revenus de travail. Parfois, c'est du revenu semi-passif aussi que j'ai selon mes actifs, les entreprises que j'ai achetées. Mais tout ça pour dire, je veux partager mon expérience par rapport à ça. Et puis, ce faisant aussi, je veux continuer je le fais pas gratuitement. Il y a une partie que je fais. Bien, évidemment, le podcast, c'est gratuit. Vous écoutez ce que j'ai à dire, ça ne coûte rien. Mais en bout de ligne, en arrière de ça, j'ai le courtage hypothécaire. Puis là, je vous explique, c'est un peu comme ça. Moi, quand au final, je vais faire un peu d'argent, c'est là que je vais parler à des gens puis que je peux apporter une belle valeur à une personne en particulier. Quand je fais mon podcast, n'importe qui peut écouter les conseils ou en tout cas les idées ou en tout cas l'histoire que j'ai à raconter par rapport à mon histoire personnelle. Vous pouvez vous en inspirer. Évidemment, ça, ce n'est pas des conseils spécifiques à votre situation. Vous le savez bien. Pour ça, il faut aller voir quelqu'un de spécifique. Si on veut des conseils financiers par rapport pour les investissements,
pour des placements, il faut aller voir quelqu'un qui a les bons permis pour faire ça. Si on veut avoir une hypothèque, ben on va soit à la banque, on va voir un courtier hypothécaire. Ces gens-là ont les qualifications pour donner des conseils par rapport à ces services-là. Si on veut des conseils en assurance, on peut aller voir quelqu'un, un conseiller en sécurité financière. Pour la planification de sa retraite, on peut aller voir un planificateur financier. Puis là où j'en viens avec tout ça, c'est que, je reviens au titre donc de l'épisode d'aujourd'hui, orphelin des services financiers, c'est que les intervenants dans les services financiers, ils ont le même problème que les gens en affaires. C'est beaucoup plus facile pour eux d'aller servir ceux qui ont déjà de l'argent. OK? Ils peuvent aller répondre à des problèmes que ces gens-là vont avoir de temps, puis ils peuvent apporter une belle valeur, puis ces gens-là vont avoir ça ne sera pas ce qu'ils vont payer à leurs intervenants des services financiers, ça ne sera pas une aussi grosse partie de leur revenu, de leur patrimoine, donc ils vont être contents de payer pour avoir ces services-là. Donc, dans les intervenants des services financiers, il y a des gens qui vont servir ceux qui ont déjà de l'argent. Puis ça va être souvent quand on fait une carrière, par exemple, dans les services financiers, ben on commence, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, puis au fur et à mesure qu'on grandit dans notre industrie, on va développer notre expertise. Puis les gens qui ont beaucoup d'expérience, au final, vont se concentrer automatiquement vers servir les gens qui ont le plus de moyens. OK? Et puis moi, ça m'a beaucoup touché parce que quand j'ai commencé à zéro, puis que j'ai commencé à travailler, que j'avais des revenus, je voulais les placer, j'ai eu quelques rencontres avec des intervenants dans les services financiers. Et puis, j'ai fait affaire pendant quelques années avec le peu de moyens que j'avais, placés périodiquement à la banque directement. Puis, j'ai pas été très satisfait de cette expérience-là. Et puis, moi, je me rendais compte que, OK, oui, c'est ça, les gens qui ont le plus d'expérience dans le milieu, dans les services financiers, ils vont servir ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Moi, j'en avais pas. Donc, je me sentais pas le bienvenu. Il n'y a personne qui m'a approché comme avec autant d'expérience. Fait que je voulais quand même comprendre tout ce milieu-là. C'était super important pour moi de bien comprendre, m'assurer que l'argent que je gagnais à sueur de mon front, de 9 à 5, que ça allait pas comme partir du jour au lendemain, que ça allait comme juste continuer de grossir systématiquement, puis qu'éventuellement, j'aurais moins besoin de travailler. Donc moi, c'était super important. Donc j'ai pas eu le choix. J'ai commencé à lire sur l'investissement autonome, sur les fonds négociés en bourse, sur l'investissement, puis je me suis fait une tête de tout cet univers-là. Puis après ça, ben j'étais un petit peu faite parce que, bon, qui peut servir la majorité des gens, justement, qui a l'infrastructure pour servir, pour les services financiers, pour servir l'ensemble de la population? C'est les institutions financières, OK? Donc, on va à la caisse, on va à la banque, on rencontre son conseiller. Donc, ça, c'est le système financier pour la majorité des gens. C'est eux qui vont nous servir, ils n'ont pas le choix. On prend rendez-vous, il y a quelqu'un qui va nous accueillir, qui va nous parler. OK? Sauf que quand on commence à s'intéresser un peu aux finances personnelles, on rencontre ces gens-là. Moi, j'ai pas eu des bonnes expériences parce que là, tout de suite, je tombais sur quelqu'un qui, la plupart du temps, était plus jeune que moi, quelqu'un qui peut-être fait carrière dans les services financiers, dans une banque. On s'entend, oui, peut-être qu'il y a un diplôme, peut-être qu'il était allé à l'école, on apprend des choses techniques, on n'apprend pas nécessairement la vie, les finances personnelles, comment partir de 0$ puis accumuler 1 million, 2 millions, 3 millions pour devenir indépendant financièrement. On n'apprend pas ça, je pense, en faisant un diplôme en finance. Les gens qui vont nous servir quand on va arriver en institution financière, c'est triste, mais souvent, ça va être des gens qui vont nous vendre des produits financiers de la banque. Puis c'est normal, les banques, c'est des entreprises, sont là pour faire du profit. Puis le système fonctionne un peu comme ça. Ils sont rémunérés plus s'ils nous vendent plus de produits. Donc, il y a comme un conflit d'intérêts.
Puis c'est pas de la faute à personne, c'est systémique, hein? Le système est fait comme ça. Donc les intervenants dans les services financiers, moi je me suis retrouvé orphelin des services financiers. Je me sentais seul dans ce monde-là. Je me disais, OK, soit je vais avoir un vendeur qui va vouloir me vendre un produit financier, ou si je veux vraiment avoir un conseiller qui a de l'expérience, puis mais comment ça fonctionne. Je voulais rester en contrôle de mes finances. Par contre, je voulais quand même avoir des conseils sur ma situation financière. Je voulais savoir si le move que je m'en allais faire était le bon. Mais je me suis retrouvé que j'avais pas personne. Puis on peut regarder quelqu'un dans notre famille. On peut regarder dans notre entourage pour voir si on peut avoir des conseils à droite à gauche, mais souvent c'est pas des conseils professionnels, malgré que ça peut être bon parfois. Mais moi, les meilleurs conseils que j'ai eus, c'est dans les livres que j'ai lus. Quand les gens racontent toute leur histoire, je comprends comment que la personne en est arrivée à ces conclusions-là. Puis c'est là que je trouve que l'information que la personne me donne a de la valeur. Parce que je vois d'où que ça vient. Puis il y a une réelle expérience. La personne est passée par tout plein d'essais, erreurs et est arrivée à la conclusion qu'il faut procéder de cette façon-là avec ses finances personnelles. Tout ça pour dire, OK, moi je m'adresse, donc je ne veux pas servir les riches. OK, ça c'est une chose. Moi je veux servir les gens qui se retrouvent dans la situation où j'étais dans ma vingtaine, c'est-à-dire commence à travailler. Je veux des conseils financiers de personnes d'expérience. Ensuite, je veux parler à une personne avec qui j'ai confiance, c'est-à-dire que je sais que cette personne-là est passée par là où je veux aller, puis qui va m'expliquer comment faire, puis qui va me dire les vraies affaires, qui va pas simplement me réciter ce que l'institution financière en arrière veut donner comme discours, comment faire confiance, tu sais. Donc, moi, je veux parler aux personnes qui, comme moi, se retrouvaient un petit peu orphelins des services financiers parce que la confiance, c'était difficile, parce qu'on n'est pas bien servi, parce que c'est normal, parce que le système de service est fait en sorte que ceux avec de l'expérience vont aller donner du service aux riches, puis la majorité, ça va être les grosses infrastructures, ça va être les institutions financières avec le système de conseillers financiers, des jeunes qui vont changer de poste, qui vont cheminer, eux, dans leur carrière, qui vont être là un jour, puis le lendemain, quand tu vas vouloir faire le suivi de ton dossier, il ne sera plus là, il va avoir changé il va avoir changé de branche, il va avoir changé de banque, parce que c'est comme ça, là, les gens bougent. Où j'en viens avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que je veux servir, moi, les orphelins, justement, des services financiers, comme moi, qui se retrouvent, qui ont un peu d'informations, mais qui veulent en savoir plus, qui veulent une personne de confiance, qui commencent à zéro, OK? Puis là, je vais lister toutes les caractéristiques des personnes que je pense qui pourraient avoir une affinité avec moi à venir me voir, ultimement pour une hypothèque, hein? Parce que je ne peux pas aider pour les placements, je ne peux pas aider pour les assurances, la planification de la retraite, je ne fais pas ça. Moi, c'est que une hypothèque, tu sais. OK, donc, mais là, je vais lister les caractéristiques, je pense, des personnes qui pourraient être intéressées à faire affaire avec moi. Je veux parler à ceux qui ont commencé comme moi à zéro. OK? Le premier 100 000 là, de son patrimoine, il est long à accumuler. Ça, je le comprends. OK? Moi, ma valeur nette, quand j'avais 21, 22 ans, était de moins 5 000. Là, quand j'ai terminé mon stage en Europe en informatique, juste avant de commencer mon bac en informatique, j'avais une valeur nette négative. Puis même après ça, j'ai pris des petits prêts étudiants, malgré qu'avec les stages, après ça, coop en informatique à l'université, j'étais pas mal even. Là, fait que j'étais pas mal valeur nette zéro tout le long de mon université. Puis après ça, j'étais allé habiter 1 an chez mes parents, j'ai commencé à travailler, puis là, j'ai commencé à piler, puis là, j'ai commencé à en accumuler. Le premier 10 000, il est difficile, le premier 50 000, le premier 100 000, c'est long. Mais après ça, quand tu es rendu à 40, 42, 43 ans, puis que t'as fait les bons moves, faire 100 000, 200 000, 300 000 dans une année, c'est possible.
de piler ça. Puis là, ta valeur nette, elle s'accumule beaucoup plus rapidement. Mais là, moi, je parle à ceux qui commencent, OK? En prévision d'une personne qui voudrait se rendre là où justement un peu je suis rendu. Hein? C'est un peu ça l'idée, là, tu sais, c'est de connecter de cette façon-là. Donc moi, je veux parler aux gens qui commencent à zéro, ceux qui commencent déjà avec une famille bien nantie, qui vont peut-être recevoir une mise de fonds de 100 000 $ pour l'achat de leur maison. On est ailleurs, là, on n'est pas dans le même mindset. Moi, j'avais pas ça. Peut-être qu'on ne connectera pas autant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas m'appeler. Là. Quand je dis toutes les listes des typiques des personnes, je veux dire, si vous pensez que si vous voyez une connexion avec, si ça vous rejoint ce que je dis, vous pouvez m'appeler puis faire votre hypothèque avec moi quand même. Là. Si vous écoutez mon podcast puis vous aimez ce que je dis, vous pouvez absolument m'appeler pour votre hypothèque. OK? Mais là, je fais la liste des caractéristiques d'une personne qui pourrait avoir un lien, OK, avec ce que j'ai à dire. Donc, une personne qui commence à zéro, OK, pas une personne qui vient d'une famille nantie puis qui a déjà comme de l'argent. Ensuite, qui veulent devenir financièrement responsables. Donc, évidemment, bon, moi, ça, je ne l'avais pas tant que ça, OK, mais quand même, j'ai eu le sens familial assez fort dès le début de la vingtaine. J'ai pas eu, tu sais, j'ai eu une petite rébellion, là, tu sais, que genre, j'ai pas besoin de ça, moi, la famille, puis c'est pas si important, puis je suis capable de m'arranger tout seul. Mais je suis vite revenu, par contre, non. Ma famille, c'est une des grandes richesses que j'ai, puis, tu sais, puis moi aussi, j'en veux une famille, puis donc, devenir responsable financièrement, puis ça fait partie aussi de ton why, de ton pourquoi tu veux accumuler une richesse, OK? C'est justement pour en faire profiter ta famille, puis aussi offrir une meilleure vie à tes enfants, offrir une éducation financière à tes enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui vous parle. Évidemment, moi, c'est aux personnes, je pense, qui veulent être responsables financièrement et non pas... le contraire de ça, ça serait une personne qui se dit non, moi je veux vivre au jour le jour, bohème, j'ai pas besoin de penser à mon futur, je vais vivre le moment présent. Puis le futur, ça, c'est un problème pour futur moi. J'ai pas besoin, moi, de me soucier, d'être responsable financièrement. Je vais simplement avoir du plaisir. OK? Donc ça, peut-être que si c'est déjà votre schéma de pensée, ça va être plus difficile de... Tu sais, ce que j'ai à dire, ça va moins connecter. OK? Donc moi, visée familiale, offrir une meilleure vie à sa famille, à ses enfants pour le futur, je pense que c'est ce qui connecte avec moi. Ensuite, celui qui veut devenir le millionnaire d'à côté. OK? Puis là, le millionnaire d'à côté, la différence, là, entre, OK, oui, devenir millionnaire, c'est une chose, mais pas nécessairement devenir milliardaire. OK? Je parle pas aux gens qui veulent devenir Jeff Bezos, qui veulent 10x Grant Cardone, qui veulent partir un Tesla, devenir Elon Musk, devenir Luc Poirier, avec des deals d'immobilier en millions de dollars. C'est ça que vous visez, c'est super. Par contre, moi, c'est pas ça que je vise. Puis moi, ça ne connecte pas avec moi, cet aspect-là de devenir milliardaire. Par contre, je vise à être le millionnaire d'à côté. C'est-à-dire, millionnaire à côté, en passant, c'est basé sur un livre, c'est un vieux livre, Millionaire Next Door, qui est sorti, qui a fait une étude sur les millionnaires, puis qui s'est rendu compte que la grande majorité des millionnaires, c'était des gens qui avaient leur maison payée, qui conduisaient une voiture, oui, peut-être de luxe, mais pas nécessairement de l'année, et qui avaient accumulé comme ça 1 million, 2 millions, 3 millions en valeur nette, puis que tu le rencontres dans la rue et que ça paraît pas. OK? C'est ton voisin, OK? Puis tu t'en rends pas compte, mais cette personne-là, elle a beaucoup d'actifs. Donc moi, c'est ça qui me parle. Moi, je veux être en sécurité financièrement. Je veux en avoir accumulé, puis après ça, je veux être libre de travailler justement sur mes projets entrepreneuriaux sans avoir de stress financier. Puis c'est comme ça que je vis ma vie. Puis donc quelqu'un qui veut devenir milliardaire, donc peut-être ne connectera pas non plus avec moi, mais quelqu'un qui veut être le millionnaire d'à côté, qui veut être responsable financièrement pour sa famille, puis qui veut accumuler, puis après ça, avoir une belle vie sans stress, sans anxiété, ça, c'est moi. Donc,
peut-être qu'on va connecter à ce moment-là si c'est ce que vous visez. Donc, être le millionnaire d'à côté. Vous le lirez, évidemment, c'est un bon livre. Donc, c'est beaucoup plus accessible, c'est facile avec une recette. Il y a la recette, moi, que j'offre, le cheminement dont je parle dans chacun de mes épisodes, c'est-à-dire travailler, acheter sa maison, augmenter ses revenus, peut-être éventuellement s'en aller du côté de travailleur autonome, mais toujours en le faisant en sécurité, puis après ça en investissant pour la retraite, puis après ça en investissant peut-être dans des trucs qu'on connaît, qui sont liés à notre travail. Tu sais, je pense que c'est la façon que j'ai utilisée pour cheminer pour arriver à 1 million, 2 millions de dollars de valeur nette. Donc, peut-être qu'on va connecter si c'est quelque chose qui vous intéresse, OK? Donc, millionnaire, non pas milliardaire. Tu sais, moi, j'ai pas de visée là, de partir une compagnie, d'avoir 5 000 employés, puis j'ai 0 employé. Là, donc, moi, c'était pas la voie que j'ai choisie. Donc, il y a plein d'autres ressources que vous pouvez aller consulter pour partir une entreprise, avoir des employés. Ça, c'est d'autres types de problèmes. Moi, je parle pas tant de ces problèmes-là, là, d'avoir des employés ou de gérer une équipe, de gérer une entreprise. Je suis pas là-dedans. Moi, je suis dans la finance personnelle. On va éviter les dettes à tout prix. On va se concentrer sur ce dans quoi on est bon, notre travail. On va développer personnellement nos talents pour éventuellement avoir accumulé assez de ressources pour être indépendant financièrement. Qui vient d'une famille normale. Tu sais, moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Tu sais, Luc Poirier, là, tu sais, j'écoutais son histoire, c'est fascinant, puis, tu sais, je l'admire, mais il vient d'une famille d'entrepreneurs. Tu sais, lui, quand il était très, très jeune, tu sais, il voyait aller, puis, tu sais, en plus qu'il a sûrement un talent pour ça, puis un flair pour les affaires, mais tu sais, il y avait aussi, tu sais, ça l'aide quand ton environnement, c'est ça. Tu sais, moi, mon environnement, c'était pas ça. Tu sais, puis je pense que l'environnement familial de la majorité des gens à qui je veux parler, qui peut-être mon message va connecter, c'est pas ça non plus. Donc, moi, je parle donc la famille normale qui naît dans une famille classe moyenne, tu sais, qui va aller à l'école, qui va avoir après ça un emploi. J'étais développeur informatique. Tu sais, je peux parler à des enseignants, je peux parler à les gens qui vont aller dans les services financiers aussi peut-être, ou ceux qui vont aller travailler pour le gouvernement aussi. On peut connecter ensemble. Tu sais, moi, mon emploi comme développeur logiciel en PME, mais en réalité, on avait un contrat avec le gouvernement. Donc, en bout de ligne, moi, j'étais para-gouvernemental, c'était juste que j'étais dans une entreprise privée, puis on avait un contrat avec le gouvernement. Donc, en quelque sorte, si je suis lié aussi, mes revenus sont liés. On s'entend, là, il y a 30-40% de l'économie que c'est le gouvernement. Donc, c'est une grande partie de l'économie qui vient de là, qui est gérée par le gouvernement. Le gouvernement, c'est le plus gros employeur. Donc ça, on peut connecter ensemble si on est dans ce milieu-là, puis qu'on a quand même des ambitions de peut-être aller vers l'entrepreneuriat. Parce que moi, c'est un peu ça que je suis en train de faire, c'est ça que j'ai fait aussi, travailler sur des actifs, travailler sur l'investissement. Qui vient d'une famille donc normale, pas nécessairement la famille ça c'est versus qui vient d'une famille d'entrepreneurs. Peut-être si vous venez d'une famille d'entrepreneurs, vous êtes déjà ailleurs, peut-être qu'on va moins connecter quand on va parler. Ensuite, je parle aux gens, comme j'ai dit, qui travaillent à salaire. C'était ma réalité pendant 20 ans, moi j'étais salarié. Là, je suis en train, là, justement, mes revenus, ça va être mon entreprise qui va me verser un salaire versus dans les 20 dernières années, c'était l'entreprise pour laquelle je travaillais qui me versait un salaire. Donc, ceux qui, peut-être, vous êtes des jeunes entrepreneurs qui tout de suite vous lancez en affaires, vous partez de zéro, puis vous dites, non, moi je vais skipper l'idée d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, je vais me lancer en affaires. Peut-être qu'on va moins connecter non plus parce que moi, j'aurais jamais été game de faire ça. J'avais pas l'environnement familial pour m'épauler, pour aller là-dedans. Puis ça n'a pas été ma réalité. Mais, tu sais,
c'est quelqu'un, un jeune, moi j'admire un jeune qui se lance en affaires, puis qui sait où qui s'en va, puis moi j'avais pas le guts là, de faire ça, même si ça a toujours été un rêve, oui, d'avoir mon entreprise, puis d'avoir le contrôle de mon avenir, puis de mes revenus. Donc je parle à ceux qui travaillent à salaire, en réalité, qui peut-être vont cheminer vers l'indépendance financière et qui peut-être ont des visées entrepreneuriales, mais qui vont s'assurer d'avoir une bonne base avant de faire le saut. T'sais. Moi, je suis pas du tout dans on va aller emprunter pour se partir en affaires, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? Écoute, j'aurais besoin pour faire ça d'une méchante garantie. Là. Il aurait fallu que j'aie un mentor qui me dise exactement quoi faire puis qui me dise oui, inquiète-toi pas, ça va marcher pour être capable de me lancer comme ça. Non, moi, j'avais besoin d'aller travailler pour quelqu'un puis d'avoir mon salaire. Si c'est votre cas, c'est à vous que je parle plus à vous que les gens qui vont dire non, moi, l'important, c'est d'avoir un projet, puis si tu as un bon projet, l'argent va venir. Non, moi, je préfère avoir l'argent en premier, puis après ça, prendre des petits risques calculés, puis oui, là, ça peut être payant, mais je vais vouloir avoir ma sécurité tout le long. OK. Je pense que c'est possible de le faire. Puis le cheminement que j'ai utilisé, c'est-à-dire d'aller aux études, d'aller travailler, se concentrer sur développer personnellement nos habiletés, je pense que c'est un bon chemin pour être capable de faire ça tout en ayant une vie sans anxiété, sans stress. OK. L'enrichissement par le travail en premier, ensuite par l'augmentation des actifs, OK? Parce que, tu sais, là, je fais peut-être référence aux formations en immobilier. Tu sais, oui, l'immobilier locatif, résidentiel, aller acheter des plex, c'est certain que c'est bon, OK? Puis l'augmentation de la valeur de l'immobilier, ça a super bien fonctionné dans le passé, dans les, 10, 20 dernières années. L'immobilier a augmenté vraiment beaucoup. Mais là, mon point, c'est que je parle à des gens qui, en premier, vont vouloir s'enrichir par leur talent, par leur travail, et non pas baser tout leur espoir d'enrichissement sur l'augmentation des actifs, sans se développer personnellement, sans mettre le travail qu'il faut. Oui, c'est important l'augmentation des actifs, mais tu sais, quelqu'un qui veut s'en aller en immobilier, qui n'a pas trop de facilité en immobilier, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir emprunter. Si on n'a pas travaillé pour accumuler, justement, si on n'a pas épargné, si on n'a pas fait l'exercice de gagner un montant avec notre travail, puis d'en dépenser moins que ce qu'on a gagné. Tu sais, ça, c'est la base. Là. Tu sais, si on n'a pas fait ça, puis qu'on veut tout de suite se lancer en immobilier, il va falloir emprunter 100% de la mise de fonds par des artifices, par des partenariats. Moi, c'est pas à vous que je parle. Ça peut marcher, mais je pense que aussi on peut se casser la gueule en faisant ça. Puis moi, c'est pas ce genre de risque-là que je vais aussi parler avec mon cheminement personnel, que je vais vouloir dans ma recette pour atteindre l'indépendance financière. Je vais pas parler de ça. OK? Donc moi, c'est vraiment, on va s'enrichir par notre travail, par notre valeur qu'on va développer, notre développement personnel, notre développement professionnel. On va développer des talents qui vont faire en sorte qu'on va avoir une valeur, on va travailler, on va épargner, puis on va augmenter progressivement notre patrimoine. Puis oui, éventuellement, on va être capable d'investir peut-être dans l'immobilier, peut-être dans d'autres choses. Si notre talent est lié à l'immobilier, tant mieux, parce que là tu as comme deux choses qui vont ensemble. Tu vas pouvoir faire de l'argent éventuellement avec l'augmentation de la valeur des actifs, OK? Parce qu'il y a beaucoup de richesses qui se créent avec ça. Là, sauf que c'est pas garanti que ton immobilier que tu vas acheter aujourd'hui va doubler dans les prochaines années. Premièrement, ça prend un edge, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui comprennent ce principe-là. Là. Donc, il y a de la compétition. Là. Donc, il faut le faire de la bonne façon. Il faut avoir un edge, il faut avoir une approche. Puis souvent, notre edge, c'est en se mettant les deux mains dedans, puis en gagnant de l'expérience. Puis oui, il y a les formations, tout ça qui vont aider en immobilier. Mais après ça, je ferais bien attention avec l'endettement, les prêts privés, les partenariats, tout ça. C'est pas aussi beau que... c'est pas aussi facile
que ça a l'air. Il faut travailler. OK? Donc, moi, je parle aux gens qui veulent justement travailler en premier, non pas qu'ils vont baser tout leur espoir de grossir leur patrimoine basé sur l'augmentation de leurs actifs. Non, moi, je base beaucoup l'enrichissement sur on évite les dettes, on gagne plus que ce qu'on dépense, puis après ça, on investit la différence dans ce qu'on connaît. Okay, ça a été mon approche, puis j'ai quand même eu un certain succès. Puis si on le fait de cette façon-là aussi, ça a l'avantage que c'est plus simple, on a moins de stress, moins d'anxiété, puis moins de risques de se casser la gueule. OK. Ensuite, les investisseurs, oui, vous voulez être investisseur, c'est certain. Moi aussi, je voulais être investisseur depuis que j'ai 18 ans, que j'ai compris un peu le système capitaliste. Oui, moi aussi, je veux être investisseur. Donc, je parle aux investisseurs, mais pas ceux qui comptent sur l'investissement en premier pour s'enrichir. Même principe là, que ce que je viens de dire sur l'augmentation des actifs, peut-être l'immobilier. Tu sais, les rendements passifs d'investissement, on s'entend, les marchés financiers, on va espérer faire un rendement de 10% avec ça. Là, quand c'est vraiment, vraiment passif, là, quand on investit dans nos REER, notre CELI, avec les institutions financières, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse ou les entreprises cotées à la bourse, on ne peut pas espérer faire un rendement supérieur tant que ça à 10%. Sinon, ça devient comme du travail. Si on veut investir à la bourse puis faire plus que 10%, puis qu'on veut s'enrichir comme ça, moi, c'est pas à ces gens-là que je parle. Je vais pas vous dire justement d'aller essayer de trouver le bon stock, là, puis ça, c'est ça qui va faire que vous allez vous enrichir. Ça peut devenir votre travail, là, day trading, mais à ce moment-là, ça revient à, oui, on va baser donc notre enrichissement sur notre travail, mais en tout cas, ça, c'est une autre game. Moi, je ne parle pas nécessairement aux day traders. Là. En fait, je ne parle pas du tout. Moi, c'est pas une réalité que je connais. Je n'ai pas fait de day trading. Puis, quelqu'un qui en fait, pour moi, j'aurais pas de lien là, en commun avec cette personne-là. Fait que je ne pourrais pas tant que ça connecter. Donc, je ne parle pas à ceux qui comptent sur la bourse uniquement pour s'enrichir. Évidemment, encore moins, je parle pas à ceux qui comptent sur la crypto pour s'enrichir. Je parle à ceux qui comptent sur leur travail pour s'enrichir. OK, la crypto, ça, moi, c'est une autre chose que je comprends encore peut-être moins que la bourse, parce que là, la valeur en arrière de ça, ça me semble 100% spéculatif, puis ça pourrait tout descendre à zéro du jour au lendemain, mais là, c'est ça, là, je m'y connais pas, donc évidemment, on va pas investir dans ce qu'on connaît pas. La crypto, ça m'a pas intéressé d'aller apprendre là-dessus, puis je veux pas aller m'apprendre là-dessus, donc ça, je connecte pas, moi, avec ce milieu-là. C'est quoi être investisseur? C'est avoir confiance dans le futur. C'est quoi investir? Pour moi, investir, c'est dans ce qu'on connaît réellement. Si on se met à investir dans quelque chose, dans l'espoir que ça l'augmente, sans trop comprendre, ça, pour moi, c'est pas vraiment de l'investissement. Puis je connecte pas là-dessus. De toute façon, je donnerai pas de conseils d'investissement autres que des généralités comme ça, puis des trucs très, très sécuritaires. Je parle pas à ceux qui veulent s'investir que par la bourse. Je pense que la bourse, en bout de ligne, les marchés financiers, les revenus complètement passifs, ultimement, peut-être même juste les obligations, quand on va arriver vers la fin de notre vie puis qu'on va vouloir juste des revenus stables, mensuels, une rente, on n'est peut-être même plus investi à la bourse, mais là, ça va dépendre de ce qu'on a. C'est plus vers la fin, ça, quand on a bien travaillé, bien épargné, bien investi, dans des investissements semi-passifs, qu'on a accumulé un patrimoine, puis que là, on est rendu justement à retirer nos revenus. Évidemment, aller voir un planificateur financier rendu là, ça va beaucoup nous aider parce que la loi de l'impôt, c'est compliqué. Rendu là, il y a des stratégies optimales pour décaisser, etc. Moi, je parle pas de décaissement, je ne suis pas planificateur financier, j'ai pas de conseils à donner de ce côté-là. Mais ceux qui écoutent mon podcast, je vais parler à ceux qui oui, veulent être investisseurs,
mais pas qui compte que sur la bourse nécessairement pour s'enrichir. Là. Moi, c'est toutes les autres choses là, qui sont importantes. À la fin, oui, on va investir dans les marchés financiers pour justement avoir un revenu passif. Je parle pas à la personne qui va comme vouloir faire confiance aveuglément à son planificateur. En réalité, moi, j'aime ça expliquer. Quelqu'un qui vient me voir, je veux lui dire les vraies choses, comment ça fonctionne. Je vais essayer de trouver les bons mots. Je vais essayer de trouver la bonne façon pour pas que ce soit compliqué. Si la personne ne comprend pas, je veux qu'elle me dise qu'elle ne comprend pas, puis je veux aussi m'assurer qu'on parle le même langage pour arriver que tu as réellement confiance en tes décisions financières. Puis là, on va parler surtout de l'hypothèque, là, rendu là. Moi, c'est mon approche, quand vous venez me voir pour l'hypothèque, là, posez-moi des questions, là, si je dis des choses, puis que c'est pas clair, il faut absolument, puis moi, je vais le prendre le temps, là, c'est ça mon travail, moi, c'est important pour moi là, que chaque transaction hypothécaire que je vais faire, on va aller au fond là, de ces choses-là. C'est important. On ne va pas passer rapidement là, sur lorsque vous avez comme un questionnement ou des doutes sur votre décision. Donc là, je pense que je vais arrêter là. Quand vient le temps d'aller chercher une hypothèque, donc que ce soit pour l'achat de votre première maison, vous pouvez venir me voir pour faire votre préapprobation. On va regarder le budget, je vais vous donner votre capacité d'emprunt, on va regarder vos dettes, vos revenus, puis on va regarder, posez-moi la question, est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que tu penses, Fred, que c'est un bon moment pour nous d'acheter notre première propriété ou est-ce qu'on devrait attendre? Ou posez-moi la question, qu'est-ce qu'on devrait faire pour être en meilleure position possible pour acheter notre première propriété, puis cheminer vers l'indépendance financière. Puis là, je n'irai pas avec des recommandations de placement, d'investissement, mais je vais parler beaucoup de gestion de la dette, de mindset sur justement comment voir vos finances personnelles, un peu, puis peut-être que là, à ce moment-là, on aura une discussion. Puis vous pourrez me poser, valider des choses avec moi selon mon opinion. Puis là, je ne vous donnerai pas de recommandations professionnelles sur ce qui est en dehors de mon champ, c'est-à-dire des hypothèques, mais basé sur mon expérience, je pourrais vous dire, moi, si j'étais à votre place, sachant puis là, je vais vous dire, sachant qu'on a peut-être des choses en commun dans notre situation, moi, si j'étais à votre place, je ferais telle chose. Mais sans, évidemment, y aller dans des placements spécifiques, mais surtout par rapport à la gestion de la dette, remboursement des dettes, des choix. Est-ce qu'on devrait acheter une propriété à revenu Airbnb? Je pourrais vous dire ce que je ferais. Est-ce qu'on devrait garder notre propriété pour la louer? Je vais vous dire, ça ne sera pas un conseil professionnel financier, ça va être, regardez moi ce que je ferais si j'étais à votre place. Puis, voilà, ça va être ça. Puis moi, c'est ce que j'avais de besoin quand j'ai eu certaines décisions à prendre. J'aurais beaucoup aimé avoir justement quelqu'un pour lancer ces idées-là à quelqu'un qui l'avait déjà fait, qui était déjà passé par là. Donc ça, évidemment, au moment d'aller chercher un emprunt hypothécaire, c'est des choses auxquelles vous pouvez me lancer, puis je peux vous donner mon opinion. OK? Versus aller à la banque pour votre hypothèque, vous pouvez venir me voir. Parce qu'en réalité, en venant me voir, vous allez avoir la même hypothèque que vous auriez eue à la banque, mais en passant par moi, premièrement, on va pouvoir regarder. Peut-être si vous n'êtes pas fixe pour une institution financière en particulier, on va avoir de choix. Peut-être qu'il y a un endroit où l'hypothèque va être moins chère. Fait que ça, c'est une chose. Peut-être qu'il va y avoir une meilleure remise en argent. Peut-être que puis là, on peut parler de stratégie aussi avec son hypothèque. OK, marge hypothécaire, on va structurer ça pour que ça coûte le moins cher possible. Peut-être que si on va à la banque, on va seulement vous donner une hypothèque puis on ne discutera pas nécessairement de stratégie, mais ensemble, on pourra quand même regarder, OK, optimiser ça, puis penser aussi aux prochains moves financiers que vous allez faire, ce que vous allez avoir de besoin.
toutes les autres questions, vous pouvez me poser la question. Qu'est-ce que tu ferais, Fred, toi, dans tel cas? OK, c'est ce qui termine mon 52e épisode de Indépendance financière et hypothèque. Et sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.